Good morning, everyone. My name is Ana Ostroški-Anić. I work at the Institute for Croatian Language and Linguistics in Zagreb, Croatia, and I will be the moderator of this session. I would like to use this opportunity to thank our interpreters for their wonderful work so far, and this is also a friendly reminder to all the presenters to speak, at a slower pace if you can, because our interpreters do not have all the material and the slides and other things, and you know that there is a lot of terminology that is even new to us, let alone to them. So our first speaker is Luis Gonzalez from the Spanish Language Department at the DG Field Office, and he will tell us something about termines. Okay. Thank you. Bonjour, chers collègues, chers amis, membres de la direction de l'Association européenne de terminologie. Je crois que la meilleure façon de remercier les organisateurs de cette réunion, c'est de vous montrer un texte que, je vous le montre en langue basque, en euskera, mais je vais quand même le lire en français, qui va être la langue de ma présentation, même si des questions à la fin peuvent être posées en anglais, en italien, même en allemand. Donc, voilà. Et je vais lire les textes en français de cette petite déclaration à l'intention de nos amphitryons, de nos collègues de l'USEI. Le texte dit « En cette année européenne du patrimoine culturel, nous tenons à rappeler que le multilinguisme reflète la diversité culturelle et linguistique de l'Europe, une de nos principales richesses. En tant qu'Européen, je suis fier que des trésors anciens, tels que la langue basque, soient encore vivants aujourd'hui et qu'ils puissent faire face fièrement à un défi majeur, devenir des outils pour la communication spécialisée, comme vous le montrez dans ces congrès. Cela est possible, entre autres, grâce au travail des traducteurs, que je représente ici modestement, du moins ceux de la sphère du domaine institutionnel, et aussi des interprètes, que je tiens à saluer en leur témoignant ma reconnaissance et mon admiration. Voilà, c'est des textes français encore, pardon. Je vais lire la fin. Un des pères fondateurs de l'Europe a dit « Si je devais recommencer, je commencerai par la culture ». Il n'est donc pas exagéré de dire que les traducteurs ont été et continuent d'être de véritables bâtisseurs de l'identité européenne. Voilà, c'est un remerciement préalable. Je vais déjà commencer par une réflexion méthodologique, mais je ne vais pas aller trop loin dans la théorie, parce que je me considère moi-même un ouvrier de la terminologie, un traducteur qui a changé des champs, des domaines, pour faire de la terminologie toujours d'un point de vue pratique, orienté vers la traduction. Mais quand même, je crois que la terminologie devrait retrouver sa dimension linguistique. Ça, c'est un texte que j'ai extrait d'une présentation de M. Hoskovic, qui est l'actuel président du Cercle linguistique de Prague. Et oui, le Cercle linguistique de Prague existe toujours et il est actif. Et c'est une réflexion que je crois qu'il est intéressante. Donc, pour conclure, du point de vue de la traduction, comme je vous écris là, la terminologie ne peut pas être dissociée de texte ni de discours. Ça, c'est une évidence, mais je tenais à le rappeler. Aussi, un petit rappel historique. Ce que vous avez là, c'est l'arbre de Porphyre. C'est une sorte d'ontologie structurée en arborescence hiérarchique qui a été inventée ou conçue par le philosophe néoplatonicien Porphyre déjà au IIIe siècle. Bon, c'est pour vous dire qu'il y a, comme disait les latins, nihil novus sub sole. On croit qu'on a découvert beaucoup de choses avec nos ontologies, mais l'idée, la conception de base était déjà posée par nos anciens. De la même façon que dans les dialogues de Platon, par exemple les Cratiles, on trouve beaucoup de suggestions intéressantes pour nos réflexions actuelles. À propos, cette petite réinterprétation appartient
au livre Ars Magna du catalan ou du catalanophone Raymond Lull. Voilà. Traduction texte-terme. C'est pour vous dire que les traducteurs ne peuvent jamais voir les termes comme une entité isolée. Nous, on comprend et on respecte beaucoup le travail qui a été fait par la terminologie à vocation normalisatrice, par exemple dans le domaine de l'ISO ou d'autres écoles de travail terminologique, de diffusion des normes. Mais pour nous, le problème est autre. Le problème nous mène à un besoin d'organisation, comme j'ai dit là, de convergence, d'une ramification, d'une dispersion, d'un éclatement qui est produit par la situation normale de traduction. Ce qu'on a appelé, quelques-uns ont appelé ça la dépendance terminologique. Oui, on peut appeler dépendance terminologique, mais c'est une réalité que tous les traducteurs, surtout les traducteurs institutionnels, connaissent. Voilà, de cette divergence d'origine de la traduction, nous, les traducteurs, on doit travailler pour la convergence qui doit amener idéalement à une harmonisation via une validation pragmatique, à la limite peu donnée, ne doit pas nécessairement donner, une validation normative ou légale, en fonction du type de termes dont on parle. C'est vrai que le traducteur ou les traducteurs au pluriel demandent des solutions simples. Mais je crois de plus en plus que notre monde est malade de simplicité. Je ne vais pas m'étendre sur des discours à la Trump ou à la Salvini ou à la... Enfin, il y a beaucoup de Bolsonaro au Brésil, mais le problème est là. La simplification est une atteinte à la culture tout court, aussi à la terminologie. Donc, le grand défi de la terminologie et de la lexicographie spécialisée, qui ont un terrain de convergence assez fort, et ce qu'on peut appeler la gestion de la complexité. Pour ça, et ma collègue du Parlement européen, avec laquelle je vais m'entretenir après, a parlé hier, je n'ai pas pu assister à la présentation, vous a parlé hier d'IATE, notre base de données terminologiques. Bon, pour l'espagnol, qui est la partie d'IATE que je connais mieux, et je crois que pour toutes les langues, vous pouvez trouver une série de terminologies, entre guillemets, très variées, qui répondent à des besoins très différents. J'ai mis là quelques exemples, je ne vais pas m'attarder dessus, mais je vous invite à les consulter pour que vous voyez qu'il y a des approches méthodologiques spécifiques en fonction des problèmes qui est posé. Sans doute, ma collègue aura aussi mentionné qu'IATE est le résultat de ce qu'il est, d'une opération de chargement de beaucoup de ressources disparates, diverses, qui ont été assimilées, qui ont été unifiées d'une façon un peu, discutable. Donc, c'est aussi ça produit un totum revolutum méthodologique. Et voilà, on est un peu victime de ça, mais on essaie quand même de gérer ces problèmes avec une méthodologie ouverte. Je vous mets là quelques exemples. Si on aurait le temps, si on avait le temps, on pourrait les explorer, mais voilà, ils sont dans la base. Il y a un problème, par exemple, des termes numéro 4 ou l'espagnol, parce qu'on a tendance à croire que l'anglais est la seule langue originale, mais en situation, le français est aussi très important, ou il a surtout été très important dans le passé, et l'espagnol peut être aussi, dans certains cas, une langue originale, comme dans ces termes de la terminologie des hypothèques. Et là, on assiste au même problème pour les autres langues que l'espagnol, le français et les langues traduites de l'anglais connaissent quand elles sont en situation de traduction. Il y a aussi des registres semi-argotiques, informels, voilà. Très vite, je vais vous proposer un exemple de cette considération de la terminologie comme au-delà de l'idée classique des termes scientifiques et techniques, des choses qui ne sont pas forcément de la terminologie, mais qui doivent être traitées dans notre contexte comme des termes, dans le sens qu'ils doivent amener à une convergence pour gérer la dispersion qui produit la situation normale de traduction. Voilà, pour prendre un terme qui a été abordé dans cette année européenne du patrimoine culturel, j'ai choisi
cette chaîne de textes, cette colocation stable qui est le patrimonio arqueológico sumergido. Voilà, c'est un type de patrimoine archéologique, culturel. On assiste à une prolifération des variations que vous trouvez là. Ça, c'est dans le même ouvrage. Hein. Ce livre, sans doute en situation de modulation communicative ou de traduction, voilà. On assiste à une dispersion de la terminologie. Le problème, c'est que ce terme a une valeur légale, parce qu'il a été défini dans une convention. Donc là, on a quand même un argument pour la convergence et pour l'harmonisation, voire pour la validation, pour la normalisation, puisque c'est un texte légal, donc ce qu'on doit faire en partant des textes. Vous voyez ici, les traducteurs vont tout de suite reconnaître, c'est une mémoire de traduction, c'est nos systèmes de mémoire Euramis. Vous voyez qu'on trouve des différences qu'on essaye de faire converger vers la solution validée. Pour ça, on a ce qu'on appelle la mémoire normative. Donc, on nettoie, on fait un travail de propreté de temps en temps dans nos mémoires pour éliminer les solutions divergentes, qui peuvent être très valables dans d'autres contextes, mais pas forcément en situation normative législative. Ça arrive aussi pour d'autres langues. Voilà, vous voyez ici une petite modulation dans les textes, même comme vous voyez dans des directives qu'il y a dans les textes traduits vers les français. Voilà. Alors, c'est là où il intervient, où la ressource terminologique peut intervenir et orienter les choix des traducteurs. Voilà. Ça, c'est une fichiette. Ça, c'est un travail qui a été fait sur l'espagnol, qui ne reprend pas seulement les termes normalisés, entre guillemets, qui est celui qui est marqué comme prefer, vous le voyez là, avec toute une série de commentaires, d'usages, de commentaires pragmatiques, mais qui reprend aussi, parce qu'on croit que c'est nécessaire, d'autres solutions qui peuvent être admissibles, comme vous le voyez là, dans d'autres contextes. Par exemple, pour une question de variation géographique. Donc, on pense que le traducteur est une personne intelligente qui peut pouvoir gérer, si elle est bien orientée, cette complexité. Nos collègues des Nations Unies, dans son portail terminologique, UNTERM, ils ont évidemment, pour ces termes, moins de problèmes, parce qu'il a été normalisé dans le domaine des Nations Unies, donc il n'y a pas de dispersion là. Vous trouvez que dans sa base, toutes les références portent sur la convention qui a fixé l'origine, la définition légale de ces termes. Voilà. Qu'est-ce qui peut faire les traducteurs pour assister au travail des terminologues? En plus d'éditer, de bien arranger les contenus terminologiques provenant des textes, je crois qu'on a un rôle clé à jouer dans la validation des termes. Parce qu'on est des intermédiaires ou des médiateurs, si vous le préférez, privilégiés. Nous, par exemple, pour l'espagnol, c'est de ça que je devais vous parler de l'origine, mais j'ai dû réorienter ma présentation parce que quand j'ai été invité à vous présenter une exposition, le projet Termines était sur le point d'être gagné, d'être visible, d'avoir une version, mais ça c'était vers le mois de mars cette année, mais on attend encore une matérialisation, une réalisation de ce projet. C'est pour ça que je parle un peu dans un sens plus large, même si je vais vous montrer quand même la conception et l'idée de cette plateforme Termines. Voilà. Nous, on a assumé nos responsabilités de faire partie d'une communauté consciente de son rôle linguistique. Ça, c'est la définition du projet Termines. Je ne vais pas m'attarder, mais voilà, il y avait même, comme vous le voyez là, un partenaire technologique qui a été dans le temps une association technologique qui a des rapports avec le gouvernement basque, précisément, Tecnalia. Donc, toute la définition du projet est là.
mais le projet ne finit pas par aboutir, par manque de soutien politique, je dirais. Mais bon, il est connu que l'espagnol n'a pas de politique linguistique. D'autres langues de l'État espagnol l'ont, et il faut les saluer, le basque, le galicien, le catalan, mais l'espagnol, peut-être par l'inertie d'une non-politique linguistique qui confiait tout le poids de la langue au poids simplement démographique, on continue d'être un peu orphelin de cette politique qui ne finit pas par démarrer. Voilà, ça c'est l'idée initiale, un peu représentée graphiquement de la complexité du projet Termines, qui a été lancé et conçu avec le soutien de la DGT, de la Direction générale des traductions, rien de moins que par Teresa Cabré, en 2005 déjà. Donc ça fait déjà quelques années. Et depuis là, on essaye de trouver les soutiens nécessaires pour lancer et pour faire travailler toutes ces complexités. Simplement, qu'est-ce qui pourrait être un portail de type Termines? Bon, je ne sais pas si c'est très lisible, ici je ne le lis pas très bien, mais voilà, c'était un portail sur le web qui aurait 3 modules, dont le plus complexe est le module central, qui est une interface, une sorte de guichet unique, une interface unique de consultation terminologique avec un métamoteur. Cette plateforme aurait une section d'informations, nouveautés, nouvelles terminologiques. Et très important, sur la droite en bas, elle aurait aussi un module de validation qui a permis, parce que ce module a été développé par les traducteurs de la Commission européenne, les traducteurs espagnols. Et en 2010, dans votre sommet à Budapest, j'ai présenté justement les réseaux validataires qu'on a fait travailler et qu'on fait travailler encore, mais bon, avec un usage très limité pour nos besoins, parce qu'on n'a pas les ressources pour faire, bien que les formulaires de consultation étaient sur le web, étaient ouverts, mais on n'a pas les ressources. On a essayé avec l'IULA de la Pompeu Fabra à Barcelone de créer une sorte de secrétariat de validataires, mais tant qu'il n'y a pas un soutien institutionnel, on n'a pas de ressources humaines. Okay. Voilà, ça c'est grosso modo la définition technique que Tecnalia, les partenaires technologiques, avaient fait pour le projet, qui est très simple, pour les modules centrales des consultations. En tout cas, nous, on n'abandonne pas, et j'ai fini, je vais faire un peu les bilans, on n'abandonne pas cette approche on pourrait appeler décantation terminologique. Si vous voulez, il faut considérer les magmas textuels où le terme évolue dans de nombreuses traductions comme une matière liquide ou au moins fluide. Alors, de ces magmas plutôt épais, fluides, les termes seraient le résultat d'un processus de décantation. Et pour ça, nous, on s'est efforcé dès le début avec notre bulletin Punto y Coma, que je vous invite c'est un bulletin de communication entre les traducteurs et avec l'extérieur, qui existe déjà depuis 26 ans. Donc on a quand même une masse critique, et quelques-uns de vous les connaîtrez, des réflexions, des communications. On a par exemple publié un glossaire sur la migration. On a publié un glossaire sur la cybersécurité. On est un peu à l'écoute de la complexité des sujets d'actualité. Voilà, et la conclusion de ce processus nous mène à être connectés à des approches de données linguistiques liées, données linguistiques ouvertes et liées. Dans cette approche qu'on appelle souvent l'ontoterminologie, on aurait peut-être tendance à croire qu'un ressource classique un peu vieillot comme IAT pourrait même disparaître. Mais je crois que, bien au contraire, des ressources terminologiques auront toujours une place comme, dans la couche lexicoterminologique de toute cette magma des ressources ontoterminologiques. Je vais vous le montrer graphiquement tout de suite. Cette terminologie qui est produite par décantation des ressources,
sera toujours nécessaire. C'est là où je voulais arriver. On a dit souvent que le corpus a tué les dictionnaires. Et on constate de plus en plus que c'est bien au contraire. Depuis qu'on a des corpora ou des corpus, on a de plus en plus de demandes de dictionnaires. Parce que plus le volume textuel est énorme, plus le besoin de filtrage est nécessaire. Et en fait, en Espagne, les dictionnaires sont des best-sellers. On achète de plus en plus de dictionnaires, paradoxalement, alors que les gens, même des dictionnaires sur papier, alors que les gens ont accès à toutes sortes de textes. Voilà, on collabore, donc cette couche lexicoterminologique sera toujours nécessaire. C'est pour ça que nous, on collabore avec des projets qui ont cette orientation. Par exemple, le projet LINX, qui est géré par le Ontology Engineering Group de l'Université Polytechnique de Madrid, qui développe un graphe d'information juridique. Et qu'est-ce que nous, on peut apporter? Surtout notre rôle d'intermédiaire dans des processus de validation, comme je viens de vous signaler. Au-delà d'IAT, je vous invite, et je vais finir, à explorer des possibilités de financement, des ressources qui sont déjà sur place et que sans doute quelques-uns d'entre vous connaîtront. Par exemple, dans le cadre de Connecting Europe Facility, on a notre programme de traduction automatique e-translation qui a développé des consortiums ou des initiatives. La première, c'est la ELRC, European Language Resource Consortium, et la deuxième qui vient d'être lancée à Paris il y a quelques jours, la European Language Resource Infrastructure. Aussi, il y a une demande de multilinguisme structuré à partir du programme ISA 2, qui est le programme qui essaye de promouvoir l'échange de données multilingues entre les administrations. Et là, je vais souligner des composants de ce programme qui sont les PMKI et les Bookbench. Dans une semaine, à Bruxelles, le 29 novembre, on a une réunion à laquelle vous êtes tous invités, qui est ouverte. Donc l'inscription est possible jusqu'au 26 novembre. La réunion se tient le 29 novembre pour faire la midterm review de ces deux initiatives qui sont très intéressantes. Et je crois qu'il y a même des possibilités de financement pour les gens intéressés. Donc, c'est le commerce et l'industrie, manque d'autres clairvoyances des politiques linguistiques qui vont peut-être nous aider à développer la terminologie multilingue d'une façon inouïe. Très graphiquement, pour vous illustrer, et là j'ai fini, l'évolution du nuage, ce qu'on appelle Linguistic Link Open Data. Il manque un L peut-être là. Voilà. En 2010, il y avait déjà une progression des ressources. Et là, c'est le panorama des données linguistiques liées aujourd'hui. IAT est quelque part là-bas. Hein. Donc, c'est une petite bulle, parce qu'IAT a été transformé en RDF, hein, la façon dont ces ressources sont joignables, sont liables, peuvent être liées à d'autres, par ces groupes de l'Université Polytechnique de Madrid. En conclusion, il faut aller au-delà de la culture. Vous avez entendu parler de la culture de information silo. Donc, il faut dépasser cette approche où on a de plus en plus d'informations, mais elle est réduite à des institutions. Donc, il faut établir des passerelles, et j'ai emprunté cette slide à Elena Montiel de l'Ontology Engineering Group. Il faut tracer, établir, lancer des passerelles qui vont communiquer ces silos d'informations qui fonctionnent d'une façon autonome ou non assez communiquée. Et je crois que les traducteurs, nous avons un rôle très important pour contribuer à cette connexion des ressources et à ce nuage des données linguistiques ouvertes et liées. Voilà. Donc, si vous voulez plus d'informations, je suis à votre disposition et vous pouvez me joindre aussi par email. Merci beaucoup. Thank you very much. I invite your comments, questions. I'm sure there will be some.
while people gather their thoughts, I have a question. As I understood, Termines will be used for harmonization as well. But how do you intend to solve the issue of a long legal procedure of changing the already existing terms in the EU legislation? That we know translators need to use the terms used in the referring documents. So how would you, I mean, is there a way to speed this process? Because I know and we're aware that this is usually the longest waiting issue that needs to be solved, even when people know that they need to use another term. Oui, c'est un processus très complexe, mais en fait, si on avait le temps, je pouvais vous montrer qu'on a déjà attaqué aussi ce problème par des négociations, pour ainsi dire, avec les instances de l'administration, par exemple en terminologie des finances. On a établi une communication fluide avec la Banque d'Espagne qui, historiquement, avait développé, c'était plutôt nous, les institutions européennes, qui, historiquement, nous avions développé une terminologie en parallèle par méconnaissance ou par besoin de modulation qui m'échappe. En général, on pourrait donner des explications, mais si on parle terme à terme, il n'y a pas un critère qui puisse expliquer cette divergence. Mais le fait est que certains termes, sur la base IAT, ils sont bien explicités, ont eu une seconde vie dans la terminologie européenne, disons, de l'Union européenne. C'est un terme de finance qui était plus ou moins consolidé dans l'espagnol officiel en Espagne. Pour ça, il y a plusieurs moyens. Il y a d'abord le moyen de documenter, parce qu'on peut avoir une attitude un peu comme l'escargot ou l'autruche, de se cacher, de dire ouf, là il y a un problème, mais on va continuer parce que dans telle directive ou tel règlement, on a préféré dire ça, donc alors, non. Ce que nous on a fait, on a attaqué les problèmes, on a documenté ça dans notre base, et on a fait à plusieurs reprises des corrections d'erreurs. Oui, il y a des fois où il faut faire des corrections, même dans les textes normatifs législatifs. Et pour les cas les plus importants, quand on a vu que la divergence était de poids, on a lancé un processus, on en lance pratiquement toutes les semaines dans toutes les langues, donc il ne faut pas s'étonner. La traduction était une activité humaine et donc on commet des erreurs tout le temps. Des erreurs ou des manques d'appréciation. Et alors, on a lancé des corrections d'erreurs assez nombreuses pour orienter ces choix et travailler dans la convergence. Il y a plusieurs termes. En fait, dans notre bulletin Punto y Coma, ma collègue Blanca Collazos a publié tout un travail dans cette idée. Faire un bilan, un inventaire des divergences, terminologie espagnole, terminologie communautaire, et travailler pour la convergence. Donc, je crois qu'il faut assumer cette responsabilité et ne pas se cacher. Thank you very much. Yes, we have a question here. Oh, sorry. Thank you. I come from Norway, and this is a small silo. So I was interested in if you're planning an initiative to bridge to Basque, Norwegian, Welsh, and other small languages in a kind of structured way, so that we can reuse some tools and things to make the connection to IATE easier. Bon, comme vous savez, IATE est une ressource publique. Vous pouvez décharger complètement le contenu de la base. Vous saviez que vous pouviez décharger IATE, non? J'imagine. C'est une ressource publique. En fait, le groupe des gens qui ont transformé IATE en format RDF, donc disponible par les nuages des données liées, ont fait une simple demande au gestionnaire de la base pour accéder au contenu et les manipuler. Je ne connais pas les procédures techniques, mais pour les retravailler techniquement pour que ça soit lisible dans les
disponible dans les nuages des données linguistiques qui est lié. Donc, vous pouvez en disposer pour vos propres besoins. Donc, vous pouvez demander d'avoir accès au contenu d'IAT, parce qu'IAT il est payé par les contribuables européens. Donc, c'est une ressource qui appartient aux citoyens. Thank you, Luis. I think we can continue talking about this over a coffee break, and thank you once again. Thank you.